Voilà, تنزوروز تنزورا تنمير في المية عند سامي الرجيم إكنا الميف داتي شوي تنمير في l'association élienne Fédération Jamazir Amérique du Nord. Premier contact à Seul, on a échangé beaucoup. Les autres membres, j'ai fait connaissance au fur et à mesure, à Takoum Saha, la race prévue, avec c'est l'association Éguinoine. Je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous. Ce qui s'est fait au Canada, justement, comme par hasard, c'était pour une conférence sur Slimanaise, donc le hasard. Et en plus, je vais être quand même franc avec vous et vous avertir un petit peu sur la structure de mon livre pour ceux qui auront à disposition ce livre. أمشي يدوسات في الكتاب je peux parler de la marque à aussi. Mais en réalité, c'est sur l'œuvre de Yonisei Tumugidas. Sur l'œuvre de Yonisei Tumugidas, j'ai écrit à peu près une quarantaine de pages, 50 pages. Et puis, dans Suez, il y a un Moissac avec un ami restaurateur suisse, Abdelzak Chakri. Et c'est un très beau restaurant des Suisses, le Canoën. Et je l'avais convaincu pour qu'on achète la maison, l'ancienne maison de Slimanaise, pour en faire un lieu culturel, un lieu de pèlerinage, un musée, etc. Donc, on a fait beaucoup de voyages à Moissac et tout ça. On a essayé d'avoir un crédit, malheureusement, on n'a pas pu, pour être franc, on n'a pas pu, on a perdu beaucoup d'argent, il a perdu presque 20 000 €. Voilà. Et donc, dans ces voyages-là, évidemment, à chaque fois, nous serons en Zorod, Slimanaise. Et nous avons avec une nièce et un neveu de Slimane. Et puis, et le gardien du cimetière, il voyait un livre qui était toujours un et c'était en 2021, il a dédicacé le gardien du cimetière qui est un Portugais. Vous allez en faire un meilleur usage que moi. Et puis la nièce de Slimane, s'il n'y a pas d'inconvénient, tu vas lire ce livre pour nous et tu vas voir si ce n'est pas diffamatoire, si il n'y a pas de truc. Auquel cas, il va falloir qu'on engage une procédure, qu'on empêche la diffusion. Donc, Bourkhid, je l'ai avalé le livre. Je trouve que l'auteur, c'est quelqu'un que je connais très bien, nous sommes depuis les années 80, il est venu, je l'ai même fait venir plusieurs fois dans mon cours, il a fait des conférences, etc. Mais j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu du livre. Il y avait deux lignes, il y avait deux ou trois phrases. Alors que c'était un poème qui aurait pu être l'hymne national. Peut-être Kassaman, Frère Jarat Kamouti, il défend en 1956, il y avait le congrès de la Souma, donc il aurait pu être un hymne national. Donc, un petit article sur Frère Jarat Kamouti. Et puis, j'étais inspiré par ce chant-là. Il faut le réécouter, il faut réécouter ce chant, c'est extraordinaire. Il commence déjà par un poème simohandien en forme de levain, en forme de trois vers, avec des rimes croisées A, A, B, A, A, B, A, A, B, 3 fois. Donc c'est vraiment ce qu'a décrit Mouloud Mamri, je le dis ici dans le livre, ce qu'il avait décrit comme étant un levain simohandien
qui n'existait pas auparavant. C'est lui, le créateur de cette composition-là. Donc, puis, moi, j'ai écrit 33 pages. 33 pages, un article, bzaf, وما غادي الحال باش كاين ديك الجماعه كاين ديما يتغاضى يوثن تكثير تكثر في البويضه. J'ai un cousin à au nord, il est ministre tout de suite à au nord. Il me dit petit cousin, il a 80 pages, 90 pages, un fascicule, ça va suffire et tout ça. Donc, il m'a encouragé. Et puis voilà, c'est pour ça que ceux qui auront le livre, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire, Frère c'est le cœur de l'ouvrage, mais évidemment, il fallait sortir de là. Il fallait donc prendre des autres compositions, et donc j'ai pris des stances, des refrains, des strophes, des choses comme ça, dans le répertoire de Slimane, sauf, j'ai pas pris dans le répertoire qui est aussi important, c'est peut-être 25% de sa production, tout ce qu'il a fait avec Schnorr. Donc j'ai laissé ça pour d'autres fois, là, pour d'autres. Et donc au fur et à mesure, évidemment, que je vais avancer, j'ai trouvé finalement un Slimane Azem qu'on connaissait comme ça vaguement, c'est un chanteur. Machin, il a quelques compositions assez particulières pour son temps. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est d'une profondeur inimaginable. C'est comme si on rassemblait, je ne sais pas, à la fois mes références étant francophone, c'est bon comme ça. C'est comme si on rassemblait Victor Hugo, Molière, puis je ne sais pas, peut-être Mallarmé, quelqu'un comme ça. C'est à la fois de la philosophie politique, de l'ethnophilosophie, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, et de la philosophie tout court, universelle. Un des chiffres de l'Ifker, ce qui est un pasteur. Non, ils sont zen, etc. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé qu'il y avait une grammaire émotionnelle, une grammaire philosophique, d'une profondeur incroyable, qu'on n'a absolument rien à, je veux dire, à envier à la culture, à la philosophie occidentale, etc. Et je me suis rendu compte que si en Occident, je connais beaucoup moins, je ne connais presque pas du tout d'ailleurs, parce qu'elle est traduite en français, la culture américaine, sauf peut-être ces 20 dernières années, je me suis intéressé à notre volet de ma casquette, une de mes casquettes, je me suis intéressé à la psychologie comportementale, donc évidemment j'ai étudié Milton Erickson, Fritz Perls, j'ai étudié Grégory Letson, beaucoup évidemment de psychiatres américains, de psychologues américains, etc. Je suis enseignant certifié en PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait ce qu'on appelle les IOS, intervention en solutions, etc. Je suis coach de formation, donc je travaille aussi en tant que coach, etc. Donc j'ai pris quand même de la culture américaine et de tout ce que je connais, peu que je connais de la culture occidentale. Slimane Azem, vraiment, très franchement, il a rassemblé tout ça, et avec comme seul capital de référence notre culture ancestrale. Parce qu'il n'a pas été à l'école, Slimane Azem. Il n'a même pas eu son certificat d'études. Et donc, je me suis intéressé, d'ailleurs, si vous avez le livre, je vous disais que non seulement il y a un déséquilibre, Frère Gérard Théo tire la place des choix, en plus, ce qui devait être une introduction, finalement, ça s'est transformé, presque malgré moi, presque à mon corps défendant,
c'est une annexe. Donc ceux qui ont le livre, à la limite, si vous voulez d'abord vous imprégner de l'imaginaire azémien, de l'ancrage à la fois psychologique, psychanalytique, à la fois historique, culturel, anthropologique, etc., peut-être qu'il vaut mieux se référer, aller directement, commencer par lire l'annexe 1 qui est en page 103, où j'ai parlé des sources de l'imaginaire azémien avec une chronologie de faits marquants de ce que nous avons vécu. Quand je dis nous, jeunes ou moins jeunes, etc. Pourquoi? Parce que précisément toutes les sciences psychologiques, quelle que soit la psychologie, qu'elle soit psychologie individuelle, psychologie collective, psychologie comportementale, etc., toutes les approches psychologiques que j'ai eu la chance d'aborder plus ou moins profondément, nous renseignent que finalement, nous n'avons pas uniquement hérité de nos gènes, de notre physique, de notre trait physique, du visage, de la taille, de corporalité, de nos parents, de nos grands-parents. Nous n'avons pas hérité que le physique, nous avons aussi hérité du psychologique. Il était évident qu'il y a une transmission psychogénéalogique, parce que malheureusement, dans les universités algériennes, il n'y a pas d'études de psychogénéalogie. Même en Occident, c'est relativement récent. C'est les années 50-60. Et ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à partir des années 80. Et c'est venu d'ailleurs de vos voisins, des Américains. Quoique un des pères de ces sciences-là, qui est Eric Berne, qui a été entre autres l'inventeur de l'analyse transactionnelle, il a fait des études de médecine ici, à Montréal. Vous aurez enregistré dans l'université de Gilles. Voilà. Donc il a fait ses études de médecine ici. Après, il a émigré aux États-Unis où il a fait des études de psychiatrie. Il était évidemment avec Freud. Et à un moment, il a trouvé que la psychanalyse, c'était pour la bourgeoisie. Il a trouvé que la psychanalyse, ça coûtait trop cher et que c'était trop long. Et donc, il a eu un éclair de génie pour justement permettre la thérapie à moindre coût et à portée de tout le monde. Donc, il a inventé cette approche extrêmement efficace qui a été utilisée d'abord dans les milieux médicaux, psychologiques, psychanalytiques et psychiatriques, qui s'appelle donc l'analyse transactionnelle, et qui a débordé, et qui a fini évidemment dans les entreprises. Les Américains ont cette caractéristique, c'est que quand quelque chose marche à l'université, ils la sortent de l'université et la mettent sur le marché, comme l'informatique, comme plein de choses. Voilà. Donc pourquoi je dis ça par rapport à Silman Azem? C'est parce que nous portons évidemment les germes de ce qui s'est passé depuis des générations et des générations. Et le peuple kabyle, particulièrement, et le peuple amazigh en général, on a vécu non seulement plusieurs guerres, mais aucune génération n'a été épargnée. Sans remonter à l'histoire très ancienne, on peut se limiter à la période ottomane, donc 3 siècles à la romaine. Et on a souffert avec les janissaires, avec le système ottoman, etc. Le pouvoir, on rasait les murs, il ne faut pas croire. On était évidemment limité territorialement, etc. Donc on n'avait pas véritablement de poste d'autorité dans ce système-là, où on servait plus ou moins de chaouiche, ou bien on était adversaire, ou bien on était des collecteurs d'impôts, de taxes, etc. Ou bien on était carrément en marge.
et on subissait la matraque, on subissait la torture, on subissait des exécutions sans main, ainsi de suite. Après, bon, derrière, évidemment, on connaît, pas fait le cadeau, et bon, pour la révolte de 1871, je ne parle pas de celle de 1854-56 avec la réforme Mansouma, où on a été plus ou moins épargnés, où les Français ont décidé de nous faire garder les structures anciennes, etc. Mais 1871, on a été décimés. Je crois qu'on ne le dira jamais assez aux jeunes générations. Malheureusement, on n'est pas ici, mais sans doute qu'ils nous écoutent à travers Internet, à travers le web. 1871, la Kabylie, et j'insiste là-dessus, a perdu 50% de sa population. 50% de sa population. Par les exécutions sommaires, par les famines, par le bannissement, par l'exil. La Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, le Constantinois, la Tunisie, la Syrie, la Palestine, c'est des dizaines de milliers de familles kabyles tronçonnées, éparpillées, etc. Évidemment, c'est un coût énorme que nous avons payé et que nous payons toujours. Et donc, ces guerres-là, qui ont été évidemment plus ou moins décrites d'une façon, on va dire, oblique, pour utiliser l'expression du Kabylie, de façon oblique par Mohamed Mohamed, et par Cheikh Mohamed El-Hussein, etc. Quand on lit Mouloud Mahri, les travaux qu'il a fait, vraiment d'une immense importance, quand on lit El Mouloud à plusieurs reprises, pas comme un roman, mais revenir dessus comme on lit un livre scientifique. On voit non seulement la richesse, évidemment, de notre patrimoine, de notre façon de penser, etc., mais également les souffrances qui s'en dégagent, les stigmates qui restent justement de tous ces siècles de souffrance. Donc, ces guerres-là, évidemment aussi, Slimane Azem est né au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale 14-18, ce qui veut dire qu'évidemment, ses parents, ses grands-parents, non seulement portent les stigmates, non seulement il n'y a pas une famille qui a été épargnée, mais aussi il y avait la faim, carrément la famine pendant cette période-là. Il faut se rappeler, et puis on a perdu, les Kabyles ont perdu leurs terres, ont perdu leurs vergers, leurs oliviers, leurs arbres fruitiers qui ont été coupés, brûlés, dépossédés, etc. C'est vraiment une tragédie énorme dont on ne mesure pas jusqu'à aujourd'hui les conséquences désastreuses à la fois économiques, anthropologiques, surtout psychologiques. Donc, Slimane Azem est né au lendemain de cette guerre. Évidemment, dans le village, on parlait de quoi? On parlait de cette guerre. Et comme on parlait de Slimane venait de décéder pratiquement. Slimane est né en 1918. Slimane est mort en 1905. Il y avait le départ de l'immigration, l'exil. C'est pour ça que, évidemment, Slimane a commencé sa première composition, la Mohamed, c'est l'exil. Et donc, c'est toute cette configuration-là qui est comme un ancrage dans le travail, dans l'œuvre de Slimane, dont j'ai la prétention d'avoir analysé un tout petit bout. Quand on regarde l'épaisseur de cette œuvre, moi, ce que j'ai essayé de dire en essayant de respecter sa grammaire émotionnelle, sa grammaire langagière, etc., c'est une feuille de papier sur une grosse page, c'est d'une épaisseur inimaginable.
Voilà. Donc, pour ceux qui, évidemment, découvriront ce livre-là, vous allez voir que c'est vraiment insignifiant par rapport à... Mais enfin, donc je suis parti tout simplement de 1830. 1830, la colonisation, le roi Philippe, etc., la mainmise évidemment des conquérants sur l'Algérie au fur et à mesure, l'émir Abdelkader, qu'est-ce que ça signifie pour l'époque et pour nous, la révolte de la Farman Souma, ainsi de suite, les deux guerres mondiales, évidemment la guerre de libération nationale, etc. Et puis, parce qu'il va falloir que je vous laisse parler. Alors, Desliman est à la fois un littéraire, parce qu'il y a la belle poésie, il y a la belle littérature, etc. Mais à la fois aussi, c'est un philosophe. Je commençais à parler de ça. Et puis c'est un anthropologue, un sociologue. Par exemple, les compositions comme Khadir Bzaou Dmagh, parce qu'à l'époque, le Koweït Mishtion du Khaoui, donc lyrics, c'est ça, pour des raisons évidemment, c'est pas pour des raisons de moralité, c'est parce que justement il y a une pression, il y a évidemment un déclassement, une souffrance, etc. Donc, de tous les combats qui ont été menés par les Kabyles, énormément de combats contre les Turcs, contre la première colonisation, on ne dira jamais assez que le 19e siècle, les Koweïts qui ont affronté le 19e siècle contre la France, il y avait beaucoup plus de dégâts que pendant la guerre de libération nationale. Je mesure évidemment totalement mes paroles, ce que je dis, mais les exécutions sont mères. Il faut oublier, quand Malika Gomran chante Mougar Moubarat et Boubta Cholet, vous savez évidemment ce que c'est. C'est le maréchal Beauprêtre qui, à l'époque, dirigeait en tant que colonel, à l'époque, il n'était pas encore un maréchal, il dirigeait la région de Grad-Mizem. Et il payait ses soldats et les auxiliaires de l'armée française, il payait en fonction des têtes qui étaient ramenées et des oreilles, des paires d'oreilles. Dans les paires d'oreilles, vous aviez tant de francs. Donc, les ils étaient exécutés sommairement et mutilés, tout ça. Donc, tout ça, le 19e siècle a été d'une grande souffrance. Les chambres à gaz ont été inventées par l'armée de Bugeaud avant que ce soit celle de Hitler. Donc, les enfumades, c'est ça, les chambres à gaz, tout simplement les enfumades. Dans les Kabyles qui se cachaient dans les grottes, qu'on mettait aussi dans les grottes, qu'on emprisonnait, et puis on mettait le feu, la boule les asphyxiés, ils mouraient asphyxiés dans les grottes par milliers. C'est totalement une tragédie. Donc, Slimane Azim était aussi quand même quelqu'un un géopoliticien et prémonitoire. La bombe atomique, il a parlé de la bombe atomique. Nous de la bombe atomique, nous avons là, j'ai marqué dans page 23, ça. Mythe Ferret, guerre antique, ne histoire d'ailleurs, لكن الرسل الأمريكي كبر دعوة جارسن كل واحد قدر ما فيك ما نكوني تخوفن خدمن la bombe atomique nous pouvons alerter les graines. Donc imaginez aujourd'hui on parle justement de la bombe atomique dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine, de l'agression de la Russie sur l'Ukraine. On parle aujourd'hui de la possibilité justement de l'anéantissement et de Slimane évidemment. Ils l'ont parlé dans les années 50, 60, et parler de l'émergence de la Chine comme puissance
évidemment mondial, chinois, c'était important de le souligner, c'était avant Alain Perfit. Alain Perfit qui est considéré en France, et pas seulement en France, en Occident, il a été traduit en américain, Smith, parce qu'il avait écrit le livre, le fameux livre, Quand la Chine s'éveillera. Slimane Azim avait parlé de l'émergence de la Chine avant Alain Perfit. Et c'est vous dire que c'est extrêmement important. Donc, il a été vraiment prémonitoire, et on trouve justement cette histoire anxiogène qui a déteint sur la société kabyle. Quand on observe aujourd'hui, quand on observe par exemple que les espaces de liberté qui nous sont offerts, à savoir que nous habitons pour un grand nombre d'entre nous en Europe, en Amérique, quand on voit l'espace de liberté aussi que nous offre le web, et qu'on l'utilise beaucoup plus comme un ring, plutôt que comme un espace justement, non seulement de fraternisation, mais aussi de construction d'objectifs qui puissent nous sortir justement de la mouise où notre pays se trouve, où notre peuple se trouve, etc. On voit tout simplement que c'est le résultat. وليش يعني ينجدون عاد يكرن اسمس هذه ضرورية السوى نظراني لنا الجرح يعني يغل القبائل على تصرف مازال السمكة ماشي لينا شي بنادم دونك ما إلا نتمشيو بكرنا évidemment il faut qu'on prenne conscience. Milton Erickson, qui est un des plus grands psychanalystes, psychiatres américains dans le monde, qui est l'inventeur de l'hypnose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'hypnose ericksonienne. Milton Erickson, il Khalas, il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. C'est extrêmement important pour nous. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens souffrants. Donc, la souffrance transgénérationnelle, et qui, évidemment, s'amplifie au fur et à mesure que nous sommes marginalisés, prend des allures de tragédie au fur et à mesure que nous sommes écrasés, au fur et à mesure que nous sommes rapetissés, au fur et à mesure que nous n'avons pas de place, au fur et à mesure que nous sommes obligés de nous vendre, nous sommes obligés d'abdiquer pour exister, etc., pour avoir une place dans nos institutions, etc. Donc quand on arrive à ce point-là, il ne faut surtout pas s'étonner que l'on s'étripe entre nous, parce que quand la souffrance est là, quand les blessures sont là, et quand les combats que nous avons menés les uns après les autres, et où nous avons tout donné, nous évidemment, quand tout ça nous arrive, il est évident que, sans nous rendre compte, on aboutit à utiliser notre énergie après contre nous-mêmes. Sinon, أيت مجلة الدين كانت تيجي تجعل من طريق خريت من بضارتي اللي سرت ساعدتي بالسفور. Mais bien évidemment, ça a été évidemment, plus ou parce que justement, nous traînons ces tonnes de souffrance, ces siècles de souffrance, ces générations de souffrance, ces décennies de souffrance. Il est évident qu'il en ressort aussi des réactions parfois incontrôlées, parfois disproportionnées, parfois même sans intention de les donner. On donne des coups sans intention de les donner. Donc, et malheureusement, la parole n'est pas donnée aux psychologues, la
parole n'est pas donnée aux psychiatres, la parole n'est pas donnée aux thérapeutes. Elle est donnée aux politiques, elle est donnée aux radicaux, elle est donnée. Et il y aura encore une fois, soit notre terrain de prédilection, c'est une salle d'attente, une salle à jouer visa, soit c'est un terrain de confrontation. Évidemment, voilà, donc je reviens de Slimane. Je veux peut-être insister sur une chose. Beaucoup lui ont reproché Inès Ilflani. Mais j'insiste sur ce point-là. Peut-être justement que mon ouvrage a ce point. D'ailleurs, Ashur Amara, je ne sais pas si vous avez lu la recension qu'il a fait de mon livre. C'est d'avoir justement, au départ, évidemment, c'est inconscient pour moi. Je ne l'ai pas fait par calcul. Mais il y a aussi parfois l'inconscient, il fait des choses. C'est bon pour l'écho. Que Desliman aussi a été écologiste avant l'heure. Fin des années 40, début des années 50. Il parle de l'écologie. J'ai noté et j'ai mis C'est une chanson qui a été reprise par beaucoup, par les filles du Dura, par Chécile de Moll, par, je crois, par Matou Bounès, par une seule, je ne sais plus le nom. Douni Thorf Kfam, ثمن جار حفام تقرد غير الاخر من الزمان القوم ديال الصيفان يشتر بالحرفان وهمنوك ويذكي غرام. Pour les personnes du web qui ne comprendraient pas le kabyle, la planète est maintenant ruinée, rabotée jusqu'à corrosion, arrive en fin de cycle. L'homme s'est métamorphosé, a abusé de ses activités, les gens de science en sont tourmentés. Après, j'en arrêterai là sur ce point-là, الوقت ثورة يتهول يثدو أكمس يهوى ولاد الحبيب الدل خسر ولاد الهوى كل شي ثورة يمخبل يخلط يطج الهوى ونزمير لا نعقل مادام بدون تشتوى. On en est en plein dans la perturbation climatique, dans le changement climatique et dans l'usure de la planète. Il a averti début des années 50. Et comme disait Ashur Amara dans la recension, qui a repris un paragraphe justement de ce que j'ai écrit ici, les hommes du GIEC et les experts du GIEC devraient être inspirés par une œuvre comme ça, parce que précisément, il a parlé de l'activité humaine qui contribuait à l'usure de la planète. Voilà. Sans compter qu'il a prévu, avant l'heure, la conquête de la Lune. Ainsi de suite, etc. Alors, pour revenir maintenant aux accusations qui ont été proférées par les détracteurs de Slimane Azem, à savoir que la chanson d'Inès Ilflani, ça serait Ilflani, ça a été traduit comme FLN, et donc qu'il appellerait le FLN à se rendre, alors qu'il a chanté juste avant Fraijarat Mourtiou, et puis Dahar Douagour, qui normalement sont sans ambiguïté, complètement. C'est pour ça que je suis heureux finalement, même s'il y a des équilibres dans cet ouvrage, d'avoir décortiqué cette chanson de Fraijarat Mourtiou vers par vers,
métaphore par métaphore, rythme par rythme, et aussi intonation de voix par intonation de voix. J'ai essayé de m'intéresser même aux articulations rythmiques de cette chanson-là, parce que j'ai écouté plusieurs fois le refrain qui se pose comme une espèce d'appel, comme l'appel du muezzin pratiquement. Et puis c'est un appel pathétique. Et puis, même musicalement, quand arrive le corps de la chanson, ça devient au contraire une musique militaire. On passe d'un rythme totalement, lent, une espèce d'appel liturgique, au contraire à une batterie complètement militaire. Donc il y a une espèce de, justement, non pas de rupture, mais de conjonction entre un monde qu'il a décrit auparavant, qui est celui d'avant la colonisation. On dit il décrivait la Kabylie, l'Algérie d'avant la colonisation, et puis au Jabhat al-Ahmaq, ainsi de suite. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais plus important, c'est donc cette chanson de Nassif Fulani. Ça a été interprété injustement comme étant un appel Zama de Slimane Azim ou FNM de son rang. Et je vais vous montrer que ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce qu'il dit en substance. La يقال ذي نسلم وليس ذكر سامي يتكمل ذي العدم ورسيبا سامي ما يستغفر يندم ذو نسل غنكون سي ولا سي نصرواح ما يلا ذا المؤمن هذ كفرنا كل جراح هذا حلول ولاون الدوك أين مسمح النغال ذا سماثل. Encore une fois, je traduis pour les gens du web qui ne comprendraient pas le kabyle. Il se dit musulman, mais son cœur est insensible. Il persiste dans le méfait sans en entrevoir le bout. S'il venait à s'amender, c'est ce que nous en attendons. Appelle-le et dis-lui, s'il est homme de piété, il sera mis fin aux blessures. Les cœurs seront apaisés, nous prendrons le pardon et redeviendrons frères. Et donc, quand il a chanté cette chanson-là, et c'est ça qui est extrêmement important, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vous lis directement la référence dans l'annexe 1, qui aurait pu être l'introduction. Voilà, 1916, voilà. 1959, le 17 septembre. Et il faut savoir que cette chanson, Nassif Fulani, est sortie novembre-décembre 1959. C'est très important les dates. Donc, sortie de la chanson Nassif Fulani. Donc, 1959, 17 septembre. Autour de 11h30, heure de sa promenade habituelle, Messali Hadj sort de sa villa, le manoir, sise dans l'Oise près de Champigny. Il est accompagné de ses 6 gardes du corps. Un commando du FLN de 6 à 7 membres fait irruption, fait feu sur Messali Hadj et rate sa cible. 2 membres du commando, Mohamed Atama et Ali Aït Kassi, y laissèrent leur vie. Le premier tué par les gardes du corps de Messali Hadj et le second, quelques heures après, par des gendarmes français appelés à la rescousse. Messali Hadj est indemne, mais ses gardes du corps perdent un des leurs, en la personne de Ali Djouadi.
l'épisode sanglant relance la guerre déjà cruelle entre le FLN et le MNA. Il faut savoir que Souleymane Azem est rentré au PPA en 1937. Dès qu'il est arrivé en France, dans l'est de la France, du côté de l'Ongrie, Souleymane Azem a adhéré au parti dirigé par Messalia. Et il faut savoir aussi que notre région, le Guadeloupe, c'est une région de spécialistes. Jusqu'aux années 57-58 ans encore. Et je peux même vous dire que Ben Tombal, et je le dis ici, Ben Tombal, je donne la référence bien évidemment, a accusé dès 1956 Karim Belkacem d'être encore messaliste. C'est vous dire à quel point le messalisme était extrêmement important, et notamment en Kabylie. J'ouvre une parenthèse, je me demande même si nous, militants, intellectuels, kabyles, qui insultons du matin au soir le Salih Hadj, et qui a été récupéré indûment par les Séniens, évidemment, qui a été réhabilité par Bouteflika. Par qui? Réhabilité grâce à Benjamin Stora, qui a fait pression sur François Hollande, et François Hollande a fait pression sur Bouteflika, et c'est la raison pour laquelle un des voyages du président François Hollande, c'était à Tlemcen. C'était à ce moment-là qu'il y avait eu la réhabilitation de Messalia Hadj. Donc, et nous connaissons, c'est nous qui avons fait Messalia Hadj. Ce sont les Kabyles qui, depuis 1927, non pas 1926, c'est-à-dire la création de l'étoile nord-africaine par les Kabyles en 1926, un an après, ils ont appelé Messalia Hadj à rejoindre leur rang. Et dans quel but c'était à l'époque? C'est extrêmement important. Et ça fait partie des ancrages psychologiques, historiques, etc. de Souleymane Azem. Et donc, d'une autre aussi, nos ancrages. Ils ont fait appel à Messalia Hadj pour qu'il puisse convaincre les pays arabes et les pays musulmans d'une façon générale à aider à la libération, non pas seulement de l'Algérie, mais de l'Afrique du Nord, l'étoile nord-africaine. Et c'était à la dissolution de l'étoile nord-africaine par l'administration française que Messalie a créé le PPA, et donc que l'étoile nord-africaine a été laissée de côté, puisque dissoute officiellement. Donc non seulement le Khawaïli Sissé Oulem, ils en ont fait un de leurs leaders, ceci dit à juste titre, parce qu'il est devenu un grand militant, c'était un communiste, il est marié à une Française, et à l'époque il acceptait l'idée déjà de l'étoile nord-africaine, que en ce qui concernait justement cette partie du monde, d'un point de vue géopolitique et surtout géoculturel, c'était justement une appartenance à l'Afrique, une appartenance au bassin méditerranéen, etc. Et on a commencé à parler aussi, après la dissolution de l'ENA, et que le mouvement nationaliste devenait algérien, on a commencé déjà à parler de ce qui a abouti en 1948 à l'Algérie algérienne. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu un basculement? Le basculement a eu lieu en 1931. Il faut que nous, Kabyles, et nous, Algériens, d'une façon générale, on prenne acte de cette date-là. 1931, il s'est passé quoi? 1931, il y a eu le fameux congrès
panarabiste de Jérusalem, qui a été organisé par Shakib Arslan et un certain nombre, évidemment, d'idéologues du Ba'ath. Et Messel Hajj et les ulama algériens ont été invités à ce congrès. D'abord panarabiste, ensuite, au fur et à mesure des travaux, il est devenu aussi pan-islamiste. Parce que dans la tête de Shakib Arslan, qui était chrétien, qui a fait ses études à la Sorbonne, c'était évidemment face à une vague, j'allais dire islamiste, mais pas au sens d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on fasse de l'anachronisme. Donc l'islamisme à l'époque, dans les années 30, entre les deux guerres principalement, mais pas seulement. À partir des années 1800, 1880, voire même 1870, à partir de la guerre germano-française, la perte de l'Alsace-Lorraine, etc., les Allemands avaient compris que la force de la Grande-Bretagne et de la France, c'était les colonies. C'était donc les empires, où ils avaient de la main-d'œuvre, où ils avaient des soldats, tout ça, bon marché, où ils avaient des matières premières, ainsi de suite. Et donc les Allemands avaient compris ça et eux, ils n'avaient pas cet empire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les Allemands? Ils ont commencé à collaborer avec l'Empire ottoman, à former des officiers turcs, d'où est sorti d'ailleurs Kemal Atatürk, qui est vraiment, je veux dire, un des généraux qui ont fait changer la face géopolitique à la Turquie. Et donc, les Allemands, avec les Ottomans, distillaient des discours comme quoi le monde musulman était sous le joug franco-britannique et qu'il fallait se libérer justement de cette emprise franco-britannique. Et du coup, l'islam devenait non seulement un ciment culturel, mais surtout un ciment idéologique et géopolitique. Et donc, à partir de ce moment-là, il était investi comme étant une idéologie libératrice. Et donc, lorsque les Français et les Anglais ont vu ça, il y avait déjà un début de manifestation au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, en Iran, etc. Il y avait donc des manifestations énormes contre l'Empire britannique et contre l'Empire français. Et à ce moment-là, ils ont pris conscience. Et ils ont donc essayé de dire aux chrétiens libanais, irakiens et syriens, vous voyez cette vague islamiste qui est en train de monter, elle va vous emporter en tant que chrétien d'Orient. Vous voyez les lapsus, tout ça, c'est... Donc les chrétiens d'Orient, ils ont pris peur, et évidemment, ils ont développé cette idée de panarabisme. Donc les chrétiens se sont investis beaucoup plus que les Arabes. À l'époque, les Émirats ou les Saoudiens s'en foutaient complètement de ça. Les vrais Arabes n'étaient pas du tout concernés. C'était plus les Syriens, les Irakiens et les Libanais. Et petit à petit, les Égyptiens. Et donc, ils voulaient créer une digue. En créant le panarabisme, ils pensaient mettre un frein au pan-islamisme. Donc c'est comme ça que petit à petit, il y avait, à partir du congrès de 1931 de Jérusalem, une jonction entre le panarabisme et le pan-islamisme qui est devenue, dans le discours nassériste, l'arabo-islamisme, et que nous avons subi et que nous subissons encore, et qui les ampleurs que vous connaissez. Donc c'est extrêmement important de savoir que toute cette lutte idéologique, géopolitique et tout ça a fait justement de nous des victimes
et a fait de nous, justement, parfois même des acteurs à notre corps défendant, des acteurs justement de ce mouvement. Il mérite d'une femme, qu'il soit arabe. Et on a fait dans le lit. On a été l'échelle pour Messali Hajj, pour l'ascension de Messali Hajj. Et donc je reviens à mon idée. On aurait dû réclamer Messali Hajj. On aurait dû le réclamer en tant que Kabyle. D'un point de vue tactique et stratégique, oui, c'est nous qui avons fait Messali Hajj, ce qu'il était devenu. Malheureusement, au lieu justement d'utiliser ce capital, non seulement on a rejeté complètement son œuvre, son travail, son militantisme, mais on l'a donné en cadeau sur le plateau à d'autres qui n'ont. On va l'acclamer pour qu'il soit un héros pour la Kabylie. Pourquoi ça? On aurait dû faire une statue. Il a demandé si vous pouvez m'arrêter à tout moment. Après, on va attaquer le débat parce que c'est la bien. Je vais vous donner la parole, évidemment. Mais bien sûr que moi évidemment, avec. C'est le texte de Slimane Azim qui m'a fait prendre conscience. Même les miracles de Khadr. Les miracles de Khadr, en même titre que Bonifa, en même titre que Aït Ahmed, que Cheikh Mohamed Al-Hussein, que Cheikh Khaddad, et encore. Donc on aurait pu le récupérer des nazirs. Mais bien sûr, des nazirs. Mais évidemment. Et donc, justement, on a fait en sorte qu'on le donne non seulement symboliquement à nos adversaires, mais on leur a donné comme arme contre nous. Comme arme contre nous. Donc il y a énormément comme ça de choses que nous avons laissé glisser entre nos mains parce que nous sommes assez radicalistes, puristes et tout ça. Ça c'est un débat à mener. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui justement devrait être pris en compte dans notre stratégie de lutte, bien évidemment, qui nous permettent de ne pas faire de concessions par rapport à l'essentiel, mais d'avoir une marge de tolérance qui puisse nous faire accepter ce qui nous appartient, même à la marge, mais ça nous appartient. Ça nous appartient. Par exemple, Boubrela, dans ce cas-là, on rejetterait Boubrela, qui était le lieutenant de la Force Mansouma. Boubrela, vous allez me dire qu'évidemment, à l'époque, la Kabylie, parce que très souvent, on se pose la question, même c'est de la folie. C'est de la folie. La Kabylie. La Kabylie, elle allait de Chlef jusqu'à Kolo. Le Dara, le Zaka, l'Atlas Bidéa, les Bibans, les Babor, Durdura, la Corniche Kaddi, c'était la Kabylie. Regardez les premières cartes de géographie faites par les spécialistes français, par les stratèges français, qu'ils soient civils ou militaires. La Kabylie, elle allait de Chlef jusqu'à Kolo. C'est le capitaine Carrette qui, dans son rapport, la Kabylie proprement dite, a limité la Kabylie à Gaïti Zouzo. C'est lui qui a transformé, qui allait déjà à son époque de Boumardes jusqu'à Adjidjel. Et après, évidemment, transformé encore davantage par Bukharoba, alias Boundier, et qui a continué d'être transformé. Mais la Kabylie, c'était, encore une fois, j'insiste là-dessus, Boalam Sansale. Lui, il se prend pour un Kabyle. Il sait très bien qu'il est de la Kabylie de l'époque du 19e siècle. La Kabylie du 19e siècle, c'est ça. C'est le Dara, c'est le Zaka, c'est l'Atlas Bidéa, ainsi de suite, jusqu'à la Corniche Kabylie, jusqu'à Kolo. C'est très important. Très important. Bon, je vois c'est le centre de la Kabylie à l'époque. Le centre, partie sud, mais l'est-ouest.
C'est extrêmement important qu'on prenne conscience de toutes ces dimensions-là. Et donc, évidemment, Slimane Azem, évidemment, à la sortie de Inès Fulani, juste après l'attentat, cette chanson, évidemment, est passée inaperçue. Elle devient l'objet de controverses à partir de 1967. À partir de 1967, date d'interdiction de production de Slimane Azem sur les ondes algériennes. Pourquoi 1967? Et ça, c'est Mohamed et Kamal Hamadi qui me l'ont raconté et qui ont fini par le raconter même publiquement à la télévision et dans les conférences. C'est qu'en 1967, lorsqu'il y avait la fameuse guerre israélo-palestinienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un certain nombre d'artistes, notamment des chanteurs, d'acteurs de cinéma, etc., français mais occidentaux d'une façon générale, qui avaient pris position pour Israël. Et Alger avait établi une liste de tous ces artistes pour les interdire à la fois sur la radio, la télévision, etc., algérienne. Et quelqu'un, alors c'est qui ce quelqu'un? À ce jour, on ne sait pas. Quelqu'un est venu rajouter à la liste, au stylo, à la main, à la liste qui était dactylographiée. Il a rajouté le nom de Slimane Azem. J'insiste là-dessus parce que Ben Mohamed insiste, Kamal Hamadi insiste. Quelqu'un est venu rajouter à la main le nom de Slimane Azem à la liste des Occidentaux qui étaient interdits. Donc, c'est vous dire que les choses ne sont pas aussi simples. Et donc c'est à partir de cette date-là qu'on a interprété Inès Fulani comme étant un appel à FLN, Fulani. Alors que le Fulani en Kabyle, tout le monde sait, je ne vais pas vous apprendre ça quand même. El Fulani, quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle El Fulani. Non, ça a aussi un autre sens. Si on a le Ghazni, on a El Fulani. C'est un personnage, ainsi de suite. Non, mais il y a El Fulani qui quand vous interpellez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a El Fulani. Donc, c'est un nom polysémique, ça veut tout dire sauf effet. Ça veut tout dire sauf effet. Et en plus, il s'adresse, donc je vous ai lu la partie où il s'adresse à lui, en tant que personne, et donc, où il dit, les Qarn Islam, où l'Islam parce que Messah Hajj, évidemment, avait déjà épousé le langage de l'islamisme, ou en tout cas de l'islamité, etc. Et donc il se présentait comme étant le musulman, l'incarnation du mouvement islamique, etc. Et donc c'est Slimane Azem qui était messaliste depuis 1937, évidemment, s'est trouvé moralement obligé de lui faire appel et donc qu'il arrête justement, parce que vous ne l'avez pas vécu comme moi. On était gamin, on était peut-être, la majorité, c'est pas peut-être, la majorité d'entre vous n'était pas nés, mais historiquement tout le monde le sait, Badr el-Mourad avait appelé tous les partis politiques à se rendre pour faire front commun, pour créer justement le front de libération nationale. Tout le monde avait rejoint les rangs, y compris les ulama, y compris les libéraux, sauf le MNA de Messah Hajj. Et donc il y avait cette guerre fratricide qui a fait des centaines, voire des milliers de morts. Officiellement, ça aurait fait 450 morts, ça, dans la région parisienne. Mais Ali Guinoun, que vous avez invité, il m'a dit qu'il y avait des milliers de morts. Et donc, Mahmoud Habib disait la même chose. D'ailleurs, une des choses de Ali Guinoun, c'est René Dadisso, Mahmoud Habib. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc, je ne vais pas évidemment abuser de votre gentillesse. On va passer au débat parce que je peux en parler encore une fois des jours et des jours sur cette œuvre-là. Je vous remercie.
مثلا كنمرت لي ما سحيرش هو غادي مسلاي كنغرب سليمان عازم مازال كنقول سليمان عازم في سيزورا ليد في شو مزروي اللي هويا كنمرت نقول ورا نعدي غادي ستين هذه لين ما ولا شاغيرف ديال فرانسيس ماشي دي من غير des Siciliennes, on va ouvrir un débat sain, et on va se poser des questions de façon à avancer. Voilà, Tenzouaros, Tenzouara, Tenmef, Emir de Sam, Arabien, écrivain, un livre d'Atichiwi, Tenmef de l'association évidemment, la Fédération des Amériques du Nord. Premier contact, à seul, on a échangé beaucoup, les autres membres, j'ai fait connaissance au fur et à mesure, à Takoum Saha, avec c'est l'association Eguinouen. Je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous. C'est que tu sais faire qui doit parler au Canada. Justement, comme par hasard, c'était pour une conférence sur Slimane Azem, donc le hasard. Et en plus, je vais être quand même franc avec vous et vous avertir un petit peu sur la structure de mon livre pour ceux qui auront à disposition ce livre. أمشي لي يدوسات الكتاب je peux pas dire marqué à aussi. Mais qui est en réalité sur l'œuvre de Lonisset Moulinet. Sur l'œuvre de Lonisset Moulinet, j'ai écrit à peu près une quarantaine de pages, 50 pages. Et puis, Botsouaz est lié à Mouassak avec un ami restaurateur suisse, Abdelzak Chakri. Et c'est un très beau restaurant d'Ismis El Kanoun. Et je l'avais convaincu pour qu'on achète la maison, l'ancienne maison de Slimane Azem, pour en faire un lieu culturel, un lieu de pèlerinage, un musée, etc. Donc, on a fait beaucoup de voyages à Mouassak et tout ça. On a essayé d'avoir un crédit, malheureusement, on n'a pas pu, pour être franc. On n'a pas pu, on a perdu beaucoup d'argent, il a perdu presque 20 000 euros. Voilà. Et donc, dans ces voyages-là, évidemment, chaque fois, nous serons en Zorot, Slimane Azem. Et nous sommes avec une nièce et un neveu de Slimane, et puis et le gardien du cimetière. بغينا نبداو في الكتاب في التزورين تاعي et كيست يوان يديروا الكتاب في Slimane Azem c'était en 2021 كي كان دفع الكتاب il a dédicacé le gardien du cimetière qui est un portugais كنا غادي ولد منا نروح دارنا الكتاب في يتديول نكينو لا قراره سمارون Slimane Azem vous allez en faire un meilleur usage que moi. Et puis la nièce de Slimane, s'il n'y a pas d'inconvénient, tu vas lire ce livre pour nous et tu vas voir si ce n'est pas diffamatoire, si il n'y a pas de truc. Auquel cas, il va falloir qu'on engage une procédure, qu'on empêche la diffusion. Donc, Boursid, je l'ai avalé le livre. Je trouve que l'auteur, c'est quelqu'un que je connais très bien. Nous sommes depuis les années 80. Il est venu, je l'ai même fait venir plusieurs fois dans mon cours, il a fait des conférences, etc. Mais j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu du livre. Il y avait deux lignes, il y avait deux ou trois phrases.
alors que c'est un poème qui aurait pu être l'hymne national. À côté de Kassaman, Frère Jalal Tamourti, il était fondé en 1956, il y avait le congrès de la Souma, donc il aurait pu être un hymne national. Donc, tu me dis, on a un petit article sur Frère Jalal Tamourti. Et puis, et puis j'étais inspiré par ce chant-là. Il faut le réécouter, il faut réécouter ce chant, c'est extraordinaire. Il commence déjà par un poème simohandien, en forme de levain, en forme de 3 vers, avec des rimes croisées A, A, B, A, A, B, A, A, B, 3 fois. Donc c'est vraiment ce qu'a décrit Mouloud Mamri, je le dis ici dans le livre, ce qu'il avait décrit comme étant un levain simohandien qui n'existait pas auparavant. C'est lui, le créateur de cette composition-là. Donc puis, moi j'ai écrit 33 pages. 33 pages, un article bzaf, وما غادي الحال باش كنا في الجزمه راه كاين ديما يتغاب يوثن كثير تكثر بولا جاي كوزان عاود النور الى يستقسي tout de suite الناس عاود النور يا تي كوزان كي تكمل تلقى 5 كتاب 80 pages 90 pages un fascicule ça va suffire et tout ça donc c'est climat encourageant et puis voilà soit que ça fait bien. C'est pour ça que ceux qui auront le livre, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire, Frère Jalal Tamourti, c'est le cœur de l'ouvrage, mais évidemment, il fallait sortir de là. Il fallait donc prendre des autres compositions, et donc j'ai pris des stances, des refrains, des strophes, des choses comme ça, dans le répertoire de Besliman, sauf j'ai pas pris dans le répertoire qui est aussi important, c'est peut-être 25% de sa production, tout ce qu'il a fait avec Schnorr. Donc j'ai laissé ça pour d'autres fois, là, pour d'autres. Et donc au fur et à mesure, évidemment, que je vais avancer, j'ai trouvé finalement un Slimane Azm qu'on connaissait comme ça vaguement, c'est un chanteur. Il a quelques compositions assez particulières pour son temps. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est d'une profondeur inimaginable. C'est comme si on rassemblait, je ne sais pas, à la fois mes références étant francophones et c'est bon tout ça. C'est comme si on rassemblait Victor Hugo, Molière, puis je ne sais pas, peut-être Mallarmé, quelqu'un comme ça. C'est à la fois de la philosophie politique, de l'ethnophilosophie, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, et de la philosophie tout court, universelle. Un des chiffres de l'Ifker, Miskin Garbastol. Non, ils sont zen, etc. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé qu'il y avait une grammaire émotionnelle, une grammaire philosophique, d'une profondeur incroyable, qu'on n'a absolument rien à envier à la culture, à la philosophie occidentale, etc. Et je me suis rendu compte que si en Occident, je connais beaucoup moins, je ne connais presque pas du tout d'ailleurs, à part ce qui est traduit en français, la culture américaine, sauf peut-être ces 20 dernières années, je me suis intéressé à notre volet de ma casquette, une de mes casquettes, je me suis intéressé à la psychologie comportementale, donc évidemment j'ai étudié Milton Erickson, Fritz Perls, j'ai étudié Grégory Letson, beaucoup évidemment de psychiatres américains, de psychologues américains, etc. Je suis enseignant certifié en PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait ce qu'on appelle les IOS, intervention orientée solution, etc. Je suis coach de formation, donc je travaille aussi en tant
Koch, etc. Donc j'ai pris quand même de la culture américaine et de tout ce que je connais, le peu que je connais de la culture occidentale. Eh bien, Slimane Hassan, vraiment, très franchement, il a rassemblé tout ça, et avec comme seul capital de référence notre culture ancestrale. Parce qu'il n'a pas été à l'école, Slimane Hassan. Il n'a même pas eu son certificat d'études. Et donc, je me suis intéressé, d'ailleurs, si vous avez le livre, je vous disais que non seulement il y a un déséquilibre, frère Jean Théo tire la place de choix, en plus, ce qui devait être une introduction, finalement, ça s'est transformé, presque malgré moi, presque à mon corps défendant. C'est une annexe. Donc ceux qui ont le livre, à la limite, si vous voulez d'abord vous imprégner de l'imaginaire azérien, de l'ancrage à la fois psychologique, psychanalytique, à la fois historique, culturel, anthropologique, etc., peut-être qu'il vaut mieux se référer, aller directement, commencer par lire l'annexe 1 qui est en page 103, où j'ai parlé des sources de l'imaginaire azérien avec une chronologie de faits marquants de ce que nous avons vécu. Quand je dis nous, jeunes, moins jeunes, etc. Pourquoi? Parce que précisément toutes les sciences psychologiques, quelle que soit la psychologie, qu'elle soit psychologie individuelle, psychologie collective, psychologie comportementale, etc. Toutes les approches psychologiques que j'ai eu la chance d'aborder plus ou moins profondément nous renseignent que finalement nous n'avons pas uniquement hérité de nos gènes, de notre physique, de notre trait physique, du visage, de la taille, de la corporalité de nos parents, de nos grands-parents. Nous n'avons pas hérité que le physique, nous avons aussi hérité du psychologique. Il était évident qu'il y a une transmission psychogénéalogique, parce que malheureusement, dans les universités algériennes, il n'y a pas d'études de psychogénéalogie. Même en Occident, c'est relativement récent. C'est les années 50-60. Et ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à partir des années 80. Et c'est venu d'ailleurs de vos voisins, des Américains. Quoique un des pères de ces sciences-là, qui est Eric Berne, qui a été entre autres l'inventeur de l'analyse transactionnelle, il a fait des études de médecine ici, à Montréal. Vous avez enregistré dans l'université de Gilles. Voilà. Donc il a fait ses études de médecine ici. Après, il a émigré aux États-Unis où il a fait des études de psychiatrie. Il était évidemment avec Freud. Et à un moment, il a trouvé que la psychanalyse, c'était pour la bourgeoisie. Il a trouvé que la psychanalyse, ça coûtait trop cher et que c'était trop long. Et donc, il a eu un éclair de génie pour justement permettre la thérapie à moindre coût et à portée de tout le monde. Donc, il a inventé cette approche extrêmement efficace qui a été utilisée d'abord dans les milieux médicaux, psychologiques, psychanalytiques et psychiatriques, qui s'appelle donc l'analyse transactionnelle, et qui a débordé, qui a fini évidemment dans les entreprises. Les Américains ont cette caractéristique, c'est que quand quelque chose marche à l'université, ils la sortent de l'université et ils la mettent sur le marché, comme l'informatique, comme plein de choses. Voilà. Donc pourquoi je dis ça par rapport à Slimane Hassan? C'est parce que nous portons évidemment les germes de ce qui s'est passé depuis des générations et des générations.
et le peuple kabyle, particulièrement, et le peuple amazigh en général, on a vécu non seulement plusieurs guerres, mais aucune génération n'a été épargnée. Sans remonter à l'histoire très ancienne, on peut se limiter à la période ottomane, donc 3 siècles après la période romaine. Et on a souffert avec les janissaires, avec le système ottoman, etc. Le pouvoir, on rasait les murs, il ne faut pas croire. On était évidemment limité territorialement, etc. Donc on n'avait pas véritablement de poste d'autorité dans ce système-là, où on servait plus ou moins de shawish, ou bien on était adversaire, ou bien on était des collecteurs d'impôts, de taxes, etc. Ou bien on était carrément en marge. Et on subissait la matraque, on subissait la torture, on subissait des exécutions sommaires, ainsi de suite. Après, bon, derrière, évidemment, on n'a pas fait le cadeau. Et bon, la révolte de 1871, je ne parle pas de celle de 1854-56 avec la réforme Mansouma, où on a été plus ou moins épargnés, où les Français ont décidé de nous faire garder les structures anciennes, etc. Mais 1871, on a été décimés. Je crois qu'on ne le dira jamais assez aux jeunes générations. Malheureusement, on n'en a pas ici, mais sans doute qu'ils nous écoutent à travers Internet, à travers le web. 1871, la Kabylie, et j'insiste là-dessus, a perdu 50% de sa population. 50% de sa population. Par les exécutions sommaires, par les famines, par le bannissement, par l'exil. La Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, le Constantinois, la Tunisie, la Syrie, la Palestine. C'est des dizaines de milliers de familles kabyles tronçonnées, éparpillées, etc. Évidemment, c'est un coût énorme que nous avons payé et que nous payons toujours. Et donc, ces guerres-là, qui ont été évidemment plus ou moins décrites d'une façon, on va dire, oblique, pour utiliser l'expression du Kabylie, de façon oblique par Mohamed Mohamed, par Cheikh Mohamed El-Hussein, etc. Quand on lit Mouloud Ma'ari, les travaux qu'il a fait, vraiment d'une immense importance quand on lit